En 2002, un réalisateur français signe son deuxième long métrage. Un film d'action pur, brutal, sans compromis, je vous parle de Need Gap. Un film de siège construit comme un western, tourné dans une zone industrielle strasbourgeoise, avec Benoît Magimel, Samina Seri au sommet de sa popularité, ou encore Nadia Fares. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ce film s'est fait, qui est Florent Emilio Siri et d'où vient ce projet, ce que cela donne à l'écran, comment le public et la presse ont reçu les films à sa sortie. Et surtout, est-ce que Need Gap méritait son sort ? Florent Emilio Siri est né en 1965 à Fréming-Merlebach, en Moselle. Fils de mineur italien, pas exactement le profil type du cinéaste parisien. Il étudie le cinéma à la Sorbonne, puis à l'ESRA, où il croise quelqu'un qui va changer sa trajectoire. Jean-François Tarnowski, son professeur. Un homme dont l'approche du cinéma va durablement le marquer. Pas de concept fumeux, du concret. Comment une focale crée une émotion, comment le découpage fait le film avant même le tournage. Il n'y a pas de concept au cinéma. L'analyse qu'il faisait des films sur comment tu atteins une émotion par le découpage et par les déterminations techniques, c'était d'une justesse folle et tout à fait pertinent. En réalité, c'est vrai pour tous les arts. Que ce soit pour les compositeurs ou pour les écrivains, il faut maîtriser un maximum de connaissances techniques et savoir les utiliser de manière à ce qu'elles deviennent invisibles pour le lecteur ou le public en ce qui concerne le cinéma. L'objectif est que tout ne soit plus que sensation et ressenti. Il a vraiment mis le doigt dessus. Avant de passer derrière la caméra pour un long métrage, il réalise une trentaine de clips entre 1991 et 2000, Ayam, Alliance Ethnique ou encore Akhenaton tout seul. Des artistes qui comptent des budgets serrés, des contraintes techniques permanentes. C'est là qu'il forge l'essentiel de sa grammaire visuelle. Un clip sait raconter quelque chose en 3 minutes, sans dialogue, uniquement par l'image ou le rythme. Chaque plan doit exister pour lui-même, chaque mouvement de caméra doit signifier quelque chose. C'est une école de concision et d'efficacité que beaucoup de cinéastes français n'ont jamais fréquenté. En 1992, il signe aussi un court-métrage documentaire, Morlante, sur sa Lorraine natale. Un retour aux racines, à ce paysage industriel qu'il dit trouver plus émouvant qu'un coucher de soleil sur une plage. Son premier long métrage arrive en 98, Une minute de silence, un drame social sur les mineurs lorrains, avec Benoît Magimel. Environ 5000 entrées en salle. Siri est convaincu d'une chose, personne n'a vu sa mise en scène. La critique a regardé le sujet, pas la forme. Et c'est là que le bât blesse. Parce que pour Siri, le cinéma français de l'époque a un problème fondamental. Il se perd dans le dialogue, dans le théâtre filmé, dans cette conviction que filmer des gens qui parlent suffit à faire du cinéma. Il y a même une règle non écrite dans le milieu d'après lui. Quand tu fais un film social en France, ça doit être encore une fois moche, avec des gens moches, mal habillés, avec des trucs pourris, de la lumière moche, tout doit être moche parce que c'est ça. Ça doit être moche un film social. C'est-à-dire que même les gens qui se spécialisent dans la critique de ce genre de film-là, de films sociaux, n'ont pas la moindre idée de ce que c'est la mise en scène. Siri rejette cette vision. Pour lui, la noblesse d'un sujet mérite une noblesse de forme. Le western a toujours filmé les pauvres, les déshérités, les laissés pour compte, avec cette esthétique somptueuse. Pourquoi le cinéma social français s'interdirait-il cette ambition ? C'est là que naît Need Gap. Pas d'une envie de faire un film d'action pour le plaisir, mais d'une frustration, d'une volonté de prouver quelque chose, de montrer que le cinéma de genre et l'exigence formelle ne sont pas incompatibles, que la mise en scène peut exister dans un film d'action français. L'impulsion vient de Tarnowski, son ancien prof lui souffle une idée, un western de siège transposé dans la France contemporaine, des références assumées, Rio Bravo, Fort Alamo, Assaut de John Carpenter. Des groupes opposés forcés de s'unir contre un ennemi commun. Siri s'en empare et transpose. Le fort devient un entrepôt, les Indiens deviennent des mafieux albanais. Tarnowski coécrit le scénario, première collaboration notable pour lui au cinéma. Assaut de John Carpenter est une référence centrale, mais Siri est le premier à nuancer. Assaut est lui-même un remake de Rio Bravo de Howard Hawks, transposé dans un commissariat urbain. Siri ne copie pas, il s'inscrit dans une filiation, celle du film de siège, du western transposé, de l'ennemi abstrait. Il y ajoute sa propre couche, un ancrage social fort, des personnages issus de milieux populaires, une France contemporaine qui n'a rien à voir avec les grands espaces américains. Need Gap, c'est nourri de plein d'influences de mon amour pour le cinéma depuis longtemps, et c'est vrai qu'il y a
Il y en a plein. Je veux dire, si je devais parler des films qui m'ont influencé, et à travers Need Gap, il y en a des tonnes. Il y a il y a Alien, il y a, je sais pas, L'aventure du Poséidon, il y a Stagecoach de John Ford, il y a Quand les tambours s'arrêteront. Le choix du 14 juillet n'est pas anodin, c'est dramaturgique autant qu'esthétique. Les braqueurs choisissent cette nuit précisément parce que les forces de l'ordre sont mobilisées pour le défilé. Un détail qui rend le scénario crédible. Personne ne viendra les sauver. Et la fête nationale, comme toile de fond, donne au film une ironie sourde. Pendant que la France célèbre son unité, une poignée de gens que tout oppose se retrouvent forcés de survivre ensemble. Le décor central, Siri le conçoit comme un fort de western, un entrepôt de matériel informatique en banlieue strasbourgeoise, construit comme un monolithe rouge et noir. Il parle d'un vaisseau spatial à la dérive, site Alien ou encore Fort Alamo. L'espace est pensé dramaturgiquement, chaque zone a une fonction, chaque recoin une valeur tactique. Ce n'est pas un décor, c'est un personnage. Il évoluera au fil du film, se dégradant, se transformant, épousant l'état mental des assiégés. Reste à convaincre les producteurs. Siri ne se présente pas les mains vides. Il verrouille d'abord son casting. Benoît Magimel, son acteur fétiche depuis 1 minute de silence, pour qui il a spécialement écrit le rôle de Santino. Puis Samina Seri, au sommet de sa popularité après Taxi. Et Nadia Fares, qui sort des Rivières pourpres. Mais Siri prend d'emblée le contre-pied de l'image de Nasseri. Son personnage sera mis hors jeu physiquement très tôt dans le film. L'acteur le mieux vendu de l'affiche se retrouve infirme dès le premier acte. Pour le rôle du lieutenant Hélène Laborie, une grande actrice française est contactée, mais décline, estimant ne pas se voir dans un costume de flic. Nadia Fares accepte et s'impose. Pascal Grégory complète le tableau dans le rôle de Louis le Vigile, figure héroïque perdue d'avance, dans la veine du héros fordien. Pathé fonce immédiatement, le cinéma de genre français commence à intéresser les distributeurs, le timing est bon. Need Gap est financé à hauteur de 8,52 millions d'euros. Si la vidéo te plaît jusqu'ici, n'hésite pas à la booster, ça aide vraiment à faire connaître la chaîne. La préparation est méticuleuse, 6 mois de découpage et de storyboard avant le premier jour de tournage. Siri pense chaque plan en amont, anticipe chaque contrainte technique. Sur un film aussi physique, cette rigueur est indispensable. Les acteurs sont préparés en conséquence, travaillent avec un régleur de cascade pour les déplacements tactiques, la manipulation d'armes, les combats. Benoît Magimel, comme à son habitude, s'investit corps et âme. Pour 1 minute de silence, il était allé vivre 3 semaines avec des mineurs. Ici, il se soumet à une préparation physique intensive pour être crédible dans les scènes d'action. Le tournage se déroule en 2001 sur 78 jours. La production mise tout sur les effets physiques, pas de CGI. Les armes sont conçues avec un système projetant une flamme à chaque tir pour maximiser l'impact visuel. Les cascades sont chorégraphiées avec précision, attaque du convoi blindé, assaut de l'entrepôt, attaque au bulldozer, torche humaine. Un dispositif surnommé l'enjambeur est développé pour déplacer les containers et permettre des mouvements de caméra spectaculaires. Jusqu'à 60 plans tournés en 2 jours sur certaines séquences d'action. Le son est pensé dès le tournage comme un élément dramatique à part entière. L'entrepôt est traité comme un personnage qui évolue, d'abord vaisseau spatial, puis soute de bateau avec des bruits qui craquent, une alarme qui évoque des sous-marins. En fait, on a remasterisé le son. Parce qu'il y avait des écarts en fait, entre des scènes d'action très fortes et des scènes silencieuses. Et parce ce film, on a fait sinon en urgence et mixage, on pensait faire mixer le film en 3 semaines, et puis on était encore au bout de 6 semaines dedans. Donc à un moment, il faut sortir des salles de mixage, et donc on était vite, et puis les bobines étaient très différentes en fait. Et puis des fois mixer trop fort. Et ce qui fait que là, le sound designer a retravaillé les niveaux surtout, et ce qui fait que maintenant on entend tout très très bien. Ah bah c'est très bien. Et puis le débit aussi, parce que c'est du débit. Là c'est du 24 images secondes, donc c'est pas du 25. Il n'y a pas cette petite accélération qui est donnée au son dans les DVD SD, qui fait que en fait il y a des petites choses qui deviennent un peu plus fades. Là c'est très très précis. Là. Ah ouais. Il est fort, tes petits flots. Ouais. Bah là, le Blu-ray, c'est une démo. Le niveau son, c'est impressionnant. Moi, j'ai adoré travailler sur le son sur ce film. Je pensais que le son avait autant d'importance que l'image. Ça se sent. Parce que je voulais vraiment coller le spectateur à l'intérieur de l'entrepôt. Donc on a travaillé vraiment avec l'environnement sonore, puisque l'entrepôt évolue à chaque fois autant que les personnages. En fait, c'est un personnage.
il en prend autant que les personnages, et on en a fait vraiment... c'est un vaisseau spatial au début, où j'appelais ça un hôpital pour containers, après ça devient une espèce de vaisseau spatial, et après on est dans la soute d'un bateau qui tangue avec de la flotte qui coule, et puis on a mis des bruits un peu comme dans une soute, avec des trucs qui craquent, avec des... L'alarme fait penser à l'alarme qu'il y avait dans les sous-marins. Voilà, il y a vraiment ce travail sur le son. Et plus d'immerger le spectateur, vraiment au sens, de rendre presque de l'asseoir dans le milieu de l'entrepôt avec les personnages. La musique est signée Alexandre Desplat, une partition lourde, pesante, qui pousse le film vers quelque chose de plus grave que le simple divertissement. Tout est en place pour la sortie du film. 14 juillet, quelque part en banlieue strasbourgeoise, 3 trajectoires s'amorcent en parallèle. Louis, un vigile solitaire, part assurer une garde de nuit dans un entrepôt de matériel informatique. Nasser, Santino et leur bande ont choisi cette même nuit pour braquer ce même entrepôt. Plan simple, entrer, charger, partir. Tout le monde est au défilé, personne ne viendra vérifier. Et puis il y a Hélène Laborie, lieutenant des forces spéciales, qui escorte un prisonnier de haute valeur, Abedine Neksep, chef d'un réseau de prostitution albanais, vers un tribunal européen. Le convoi est attaqué, une embuscade brutale, rapide et efficace. Laborie fuit avec quelques survivants et le prisonnier dans un fourgon blindé. Sans destination précise, juste l'instinct de fuir. Les 3 groupes se retrouvent face à face, armes braquées, méfiance totale, regards qui cherchent une sortie. Les flics voient des criminels, les braqueurs voient des flics. Personne ne comprend ce que l'autre fait là. Et pendant qu'ils se jaugent, une 3e force encercle silencieusement le bâtiment. Les hommes de Neksep, nombreux, équipés, patients. Leur objectif, récupérer leur chef. À partir de là, le film bascule. Les ennemis d'hier n'ont plus le choix. Il va falloir survivre ensemble, s'organiser, défendre un endroit que personne n'avait prévu de défendre, avec des moyens limités face à un ennemi quasi invisible dans le noir. Le siège commence et il ne laissera pas grand monde debout. J'avais un bon souvenir de ce film, et quelle claque en le revoyant. La réalisation est impeccable, les choix de cadre, les mouvements de caméra, le découpage, tout est extrêmement réfléchi. Siri fait partie de ces rares cinéastes français qui pensent leurs films en termes purement visuels, où chaque plan a une raison d'être. Ce qui frappe d'emblée, c'est la gestion de l'espace. L'entrepôt est exploité dans ses moindres recoins. Containers, passerelles, zones d'ombre, et on ne s'y perd jamais. C'est un tour de force en soi. Beaucoup de films d'action échouent sur ce point, rendant l'action illisible, confuse et épuisante. Ici, c'est l'inverse. On sait toujours où on est, qui est où, ce qui se joue. Et cette clarté rend la tension d'autant plus efficace. Les acteurs tiennent la route, Nadia Fares est excellente en militaire, crédible physiquement et émotionnellement, une héroïne que Siri prend soin d'iconiser à chaque occasion. Benoît Magimel est sobre, incarné, jamais dans l'excès. Et Samina Seri, pour une fois loin de son image habituelle, livre une performance bien plus nuancée qu'attendue. Siri a même l'audace de le mettre physiquement hors jeu très tôt dans le récit. Un choix qui va à contre-courant de toute logique commerciale et qui prouve que le réalisateur fait passer son film avant les impératifs marketing. Ce qui est remarquable dans l'écriture des personnages, c'est la façon dont leur relation évolue sans jamais passer par de longs dialogues explicatifs. On comprend qui ils sont, ce qu'ils ressentent, comment ils se jaugent uniquement par leurs gestes, leurs regards, leur positionnement dans l'espace. C'est du cinéma muet appliqué à un film d'action contemporain. Et ça fonctionne admirablement. Le groupe de survivants tient la route parce que Siri prend le temps de les installer comme des individus, pas comme des archétypes interchangeables. Mais le vrai tour de force, c'est l'ennemi, quasi abstrait, des silhouettes dans le noir, jamais de visage, jamais de nom. Ce ne sont pas des hommes, c'est une menace, une masse, c'est des guêpes. Et ça, c'est une idée de mise en scène forte qui donne au film une dimension presque cauchemardesque. Carpenter dans Assaut rendait ses tueurs spectraux par le vide et le silence. Siri, lui, joue sur l'obscurité et le nombre. L'entrepôt plongé dans le noir amplifie cette invisibilité, transformant chaque recoin en danger potentiel. On ne voit jamais vraiment ce contre quoi on se bat, et c'est bien plus angoissant que n'importe quel méchant avec un visage et un nom. Si ce genre d'analyse te plaît, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à continuer. Le travail sur le son contribue énormément à cette atmosphère. L'entrepôt respire, craque, évolue. Ce n'est pas un décor passif, c'est un environnement vivant qui amplifie la tension à chaque séquence. Couplé à la partition d'Alexandre Desplat, lourde et pesante, l'ensemble crée une immersion totale. On est dedans, on n'en sort pas.
L'histoire est classique, assumée, dans la lignée directe de Rio Bravo, transposée dans une zone industrielle française. Siri ne s'en cache pas, mais ce classicisme n'est pas un défaut, c'est un cadre. Et dans ce cadre, il fait des choix qui élèvent le film au-dessus du simple exercice de style. Il y a une vraie réflexion morale derrière l'action sur ce que des gens ordinaires sont capables de faire quand ils n'ont plus le choix, quand les étiquettes sociaux s'effacent et qu'il ne reste plus que l'instinct et quelque chose qui ressemble à de l'humanité. Des braqueurs d'ordinateurs qui deviennent des combattants, un vigile solitaire qui devient un héros malgré lui, une militaire froide qui redevient humaine. Ce ne sont pas des arcs narratifs spectaculaires, ce sont des évolutions subtiles, crédibles, qui donnent au film une profondeur inattendue pour un film de siège. En 2002, peu de films français osaient cette rigueur formelle, combinée à cette ambition narrative. Need Gap était une anomalie, une pépite. 6 mars 2002, Need Gap débarque en salle. Pathé distribue le film sur 350 copies, un chiffre solide pour un thriller d'action français indépendant de ce budget. La concurrence ce jour-là, Cendrillon 2 de Disney, John Q avec Denzel Washington, quelques petites sorties sans relief, rien d'insurmontable sur le papier. Sauf qu'il y a un éléphant dans la pièce. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre est sorti fin janvier. 6 semaines plus tard, il écrase encore le box-office avec plus de 488 000 entrées cette semaine-là. Ocean's 11 tient lui aussi la distance, 8 femmes de François Ozon caracolent en tête des films français. Need Gap arrive dans un contexte saturé, porté par des mastodontes familiaux et comiques qui raflent tout. Les premières semaines sont difficiles. Le film démarre autour de 280 000 entrées la première semaine. En troisième semaine, il tombe à environ 40 000 entrées. Le total final en France s'établit à 362 876 entrées. C'est un échec commercial. Florent Emilio Siri pointera du doigt la stratégie marketing de Pathé. Vendre Need Gap comme un film français à l'américaine était selon lui une erreur fondamentale. Pourquoi un spectateur irait voir un film français qui imite l'Amérique quand il peut aller voir un film américain directement? Et puis Pathé avait d'autres priorités. Astérix était devenu leur cheval de bataille, reléguant Need Gap au second plan dans leur effort promotionnel. Il évoque aussi un contexte social défavorable. L'affiche, montrant plusieurs jeunes de banlieue armés, a été perçue par une partie du public comme un signe de violence gratuite dans une période de forte tension autour de la question de l'insécurité. Du côté de la presse, l'accueil est partagé. Ce qui est frappant à la lecture des critiques de l'époque, c'est le fossé entre ceux qui voient le film pour ce qu'il est, un objet de cinéma rigoureux et ambitieux, et ceux qui ne voient qu'une tentative d'imitation américaine ratée. Dans le premier camp, le Parisien parle d'un film qui emprunte au western, au fantastique et à la science-fiction, et le qualifie d'efficace. mcinema.com évoque un huis clos oppressant, soigné dans sa forme, sans négliger le fond, ajoutant que c'est un divertissement efficace et riche en rebondissements. Première salue la maîtrise du découpage savamment apprise par Siri au gré d'une vorace cinéphilie. Télérama reconnaît que le film réussit là où les rivières pourpres pêcher souvent, insuffler de l'air frais dans le genre, tout en regrettant ce pathos et cette bonne conscience un peu balourde. Dans le second camp, les critiques sont sévères. Aden parle d'un réalisateur qui dépouille son film de toute humanité pour n'offrir qu'un squelette de film d'action réduit à une suite indigente de mouvements d'images mécaniques. Le Figaroscope est cinglant, parlant de scénarios minces comme un papier à cigarette, dialogue ridicule ou inexistant. Le Monde estime que le film n'arrive jamais à imposer des personnages forts et lui reproche une utilisation maladroite de l'espace. Chronique Art va encore plus loin, qualifiant le résultat d'aboutissement pathétique des tentatives françaises de cinéma de genre. Ce dernier point est particulièrement révélateur. Qualifier Need Gap d'aboutissement pathétique du cinéma de genre français en 2002, c'est précisément le type de jugement que Florent Emilio Siri anticipait. Une partie de la critique française ne voulait tout simplement pas de ce film, pas parce qu'il était raté, mais parce qu'il existait, et attendait de voir ce qui se passe ensuite. Pendant que la France boude le film en salle, il fait sensation sur les marchés internationaux. Au marché du film de Cannes d'abord, puis à l'American Film Market, Need Gap impressionne. Les acheteurs étrangers voient quelque chose que le public français n'a pas vu, un film de cinéaste maîtrisé, tendu, universel dans son dispositif. Et un soir, Bruce Willis regarde le film chez lui. Il contacte Siri directement pour lui dire qu'il a adoré. Ce coup de fil va tout changer. Hollywood commence à s'intéresser de très près à ce Français.
les propositions s'enchaînent, Fast and Furious, Triple X, X-Men, Michael Douglas le contacte pour un projet à 50 millions de dollars que le studio refuse. John Woo lui propose de produire un remake du Cercle Rouge de Melville, Siri décline, estimant que certains films sont intouchables. Et même pendant un temps, un rapprochement autour de Collateral avant que Michael Mann décide de le réaliser lui-même. C'est finalement Otage en 2005 qui concrétise l'aventure hollywoodienne, toujours avec Bruce Willis. Siri ramène dans ses bagages son équipe française, dont Alexandre Desplat à la musique. 20 ans après sa sortie confidentielle, Need Gap est régulièrement cité comme le meilleur film de siège français de son époque. Bref, un film que la France a mis 2 décennies à regarder en face. Alors Need Gap méritait-il son sort ? Non, clairement non. Ce qui est troublant avec ce film, c'est que son échec ne dit rien de sa qualité. Il dit tout sur le moment, le contexte, la façon dont il est présenté au public. Un autre titre, une autre affiche, une autre stratégie, et peut-être que l'histoire s'écrivait différemment. Peut-être pas d'ailleurs, mais la question mérite d'être posée. Ce qui est certain, c'est que le cinéma français de genre a mis du temps à assumer ce qui pouvait être entre le film d'auteur intouchable et le blockbuster familial bankable. Il y avait peu de place pour un objet comme Need Gap, trop ambitieux pour les uns, pas assez consensuel pour les autres. Ce n'est pas une fatalité, c'est une époque. Florent Emilio Siri, lui, n'a pas attendu que la France change d'avis, il est allé chercher ailleurs la reconnaissance qu'il ne trouvait pas ici. Et quelque part, c'est la leçon la plus dure de cette histoire. Parfois, les meilleurs films d'un pays sont ceux que ce pays regarde en dernier. Need Gap fait partie de cela.